Retour ce matin sur la visite ministérielle puisque vous recevez la chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès. Virginie Ruffstack, bonjour. Bonjour. Chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès, vice-présidente du Rassemblement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a entamé hier sa 3e visite en Nouvelle-Calédonie. Beaucoup d'éléments déjà au cours de cette première visite, avec 2 temps forts déjà hier. La présentation du bilan de l'accord de Nouméa et la présentation de l'audit de décolonisation. C'est ce 2e document qui vous semble le plus important, l'audit de décolonisation. Qu'est-ce que vous en retenez ? Les deux sont très très importants. J'en retiens beaucoup d'enseignements de cette journée d'hier. Alors, vous me parliez tout d'abord de l'audit de la décolonisation. Ce qui est montré par cet audit, en fait, c'est que tout a été mis en œuvre pour aboutir complètement au processus de décolonisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a achevé notre processus de décolonisation. C'est ce que prouve ce rapport. Alors, je m'explique. 1, majorité des compétences transférées. 2, identité kanak, tout a été fait pour faire sa promotion. Centre culturel Chibaou, agence de développement de la culture kanak, formation un peu discriminante positivement à l'égard des Mélanésiens, notamment je pense à Cadre Avenir, pour lequel en 2018 encore il y avait 77% de Mélanésiens. Les référendums faits, c'est-à-dire que la population a pu complètement choisir par elle-même de manière libre, donc c'est un libre choix de la population. Donc ce que montre en fait cet audit de la décolonisation, c'est que des moyens colossaux, c'est que des mesures très nombreuses ont été faites à tous les niveaux pour que le processus, vous savez, ce processus de décolonisation, il faut bien expliquer aux Calédoniens, c'est pas en fait la France qui l'impose, c'est l'ONU, c'est les organisations internationales. Le ministre disait hier que les 7 critères fixés par l'ONU avaient été respectés en Nouvelle-Calédonie par la France. Complètement, donc c'est l'ONU qui fixe ça, et dans la mesure où tous ces critères ont été complètement mis en œuvre, eh bien nous avons demandé le retrait de la Nouvelle-Calédonie de la liste des territoires non autonomes, des pays à décoloniser. La délégation des non-indépendantistes l'a demandé d'ores et déjà ? Alors, pas Calédonie Ensemble, les loyalistes et le Rassemblement, comme d'habitude, mais en tout cas, nous l'avons demandé parce que nous considérons que tout a été fait en la matière et qu'il est temps aujourd'hui de passer à un autre stade, parce que vous le savez, cette présence, le fait que nous soyons toujours avec ce dilemme de décolonisation, empêche aussi, d'une certaine façon, d'avancer pour l'avenir et de se projeter dans l'avenir pour l'ensemble des Calédoniens. Il y a eu une réponse de la part de l'État, parce que jusqu'à présent, l'État n'avait jamais envisagé, semble-t-il, de demander le retrait de la Nouvelle-Calédonie de la liste des pays à décoloniser. Vous savez que dans le format, hier, ce n'était pas une réunion tripartite où le débat était réellement possible. C'est-à-dire que nous avons échangé plutôt sur la base des bilans et nous avons affirmé nos positions, que nous réaffirmerons à midi d'ailleurs, parce que pour ce qui est des non-indépendantistes, nous voyons le ministre à nouveau en bilatéral. Mais en tout cas, voilà, nous avons dit les choses. Je ne sais pas, vous savez d'ailleurs, on se posait la question notamment avec Alcide Ponga hier, si vraiment ça préoccupe, ça intéresse les gens dans leur quotidien, les processus de décolonisation. Alors moi, je peux difficilement en parler puisque je n'ai pas été colonisée, mais même un Alcide Ponga qui est mélanésien me dit, dans notre quotidien, c'est pas ça la préoccupation principale, c'est comment faire que la coutume puisse vivre pleinement et que les Mélanésiens conservent leur identité au quotidien dans l'expression de leur tradition, c'est comment faire aussi pour que les Mélanésiens s'engagent dans cette modernité, dans cette vie économique mondialisée qui est un peu opposée à leurs valeurs, à leur façon de faire, pour qu'ils soient pleinement partie prenante du développement économique de la Calédonie, puisque on viendra après sur le bilan de l'accord, c'est aussi ce que cela montre, malgré le très fort rééquilibrage qui a été fait, notamment en direction du Nord et des îles, eh bien aujourd'hui, l'émancipation économique n'est pas du tout au rendez-vous, et ça montre bien une part d'échec du rééquilibrage. Alors c'est ennuyeux quand même, c'est un échec de l'accord de Nouméa, un échec de rééquilibrage, comment est-ce que vous interprétez les choses ? L'autre document, effectivement, qui avait lieu hier matin, c'était la restitution du bilan de l'accord fait par un cabinet indépendant, quoi. Tout à fait. Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai moi-même posé la question, puisque l'accord de Nouméa, en fait, lui, par contre, a été évalué sur 3 critères. 1, l'émancipation. 2, le rééquilibrage. Et 3, la construction du destin commun. Voilà les 3 paramètres qui ont été évalués dans ce rapport très riche et très précis. Pour ce qu'il s'agit, on parlait du rééquilibrage. Donc, on va venir à ce rééquilibrage. Vous savez, le clé de rééquilibrage, c'est le fait que le Nord et les îles touchent plus que la province Sud. D'ailleurs, ça conduit à quand même 315 milliards de francs CFP donnés en plus au Nord et les îles sur la période des accords. Ça contribue au fait qu'en province Sud, on a moins 80 000 francs par habitant de PIB, puisque cet argent qui est pris, il est bien pris au détriment aussi de la province Sud. On a plus 172 000 francs pour le Nord et carrément plus 325 000 francs par habitant par an pour les îles. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi le résultat ? C'est ça la question qu'on se pose. Eh bien, le résultat, c'est qu'il y a une perte de population du Nord et des îles en direction du Sud.
Donc, on se retrouve avec les 3/4 de la population au sud. C'est le fait qu'au niveau économique, eh bien, c'est un peu en panne et que ça n'a pas avancé à la hauteur des espérances de chacun d'entre nous, notamment au nord et aux îles. Ça veut dire que le constat qui est fait, et alors là, il ne faut pas jeter, il ne faut pas considérer vraiment comme des attaques ou des choses un peu pour mettre en difficulté les uns ou les autres. Le constat est fait que l'émancipation économique, elle n'est pas là. Ça veut dire que, est-ce que cet argent, et j'ai posé moi-même la question, a été mal utilisé? Est-ce qu'il y a un effet pervers à subventionner par l'État et avoir des transferts de l'État trop importants parfois qui ne génèrent pas du développement économique privé, ce qui est le vrai développement économique et le moteur de croissance pour la Nouvelle-Calédonie? Donc toutes ces questions ont été posées. En tout cas, cela montre que le logiciel ne fonctionne pas. Et alors, ça, c'est une base quand même, ce sont des pistes d'amélioration pour un futur accord éventuel, ou est-ce que vraiment tout est acheté? C'est plus que des pistes d'amélioration. C'est le fait que ces rapports font la preuve à tous les niveaux qu'il faut revoir la copie et qu'il faut changer la donne. Donc il faut un nouvel accord, qu'il faut réviser notre Constitution. Je vous parlais du rééquilibrage. L'autre point, évidemment, c'était la construction du destin commun. Ce destin commun, eh bien, la preuve est faite qui n'est pas au rendez-vous, même si il y a des liens très fraternels entre l'ensemble des Calédoniens, entre les familles, entre les liens d'amitié à l'échelle du territoire. Sauf que quand on a 43 000 personnes qui sont laissées de côté de la citoyenneté calédonienne, dont des Calédoniens, des enfants nés en Calédonie, qui n'ont donc pas voix au chapitre pour choisir leurs représentants, quand on a 2 statuts parallèles en Calédonie, on voit bien que l'unité, le destin commun n'est pas au rendez-vous. Et vous le savez, on a aussi, au-delà de enlever la Calédonie de la liste des pays à décoloniser, dit que notre priorité des priorités était le dégel du corps électoral. Alors ça là-dessus, il semble qu'il n'y a plus aucun doute. Le ministre a été très clair dans ses différentes prises de parole. Le corps électoral ne restera pas tel quel pour les prochaines provinciales de mai 2024 a priori. Il propose, lui, très clairement, dans une lettre qu'il a adressée aux différentes délégations, un corps électoral glissant sur 7 ans. C'est un élément c'est une base de négociation, ou est-ce que l'État est déjà fixé sur cette date-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que certains, parmi les non-indépendantistes, souhaitent une ouverture totale du gel du corps électoral. Le ministre a eu le mérite, et ça on ne peut pas lui reprocher, d'envoyer au chef de groupe du Congrès dont je fais partie une lettre dont il a mis copie les présidents d'institutions et les parlementaires, faisant un certain nombre de propositions. Donc on ne peut pas le reprocher. Souvent, les indépendantistes disent on ne sait pas ce que l'État veut. Là, le ministre propose. Moi, je considère que sur le corps électoral, il n'y a pas d'accord à avoir. C'est-à-dire que vous savez que c'est l'État en 2007 qui a gelé, malheureusement pour nous, à l'époque, c'était Jacques Chirac qui était notre famille politique, qui a gelé le corps électoral. Donc au lieu d'être aux 10 ans glissants de l'accord de Nouméa, on s'est retrouvé avec un corps électoral gelé qui rompait tout consensus de l'accord de Nouméa. Donc l'État a décidé tout seul, sur pression des indépendantistes. Donc moi, je considère que c'est à l'État aujourd'hui de dégeler le corps électoral. Alors certes, c'est long. Nous, on a un peu dit déjà au ministre, et on le redira à midi, qu'il y a un certain nombre de points dans la lettre qu'il nous a adressée qui piquent. Parce que vous savez, même la transition de l'accord de Nouméa, même les 10 ans glissants de l'accord de Nouméa devaient être transitoires et non pas définitifs. C'est long 10 ans. Mais c'est à l'État de décider. Donc en tout cas, vous accepterez ce que dira l'État s'il vous dit c'est 7 ans En tout cas, c'est à l'État de décider. On donnera évidemment notre avis. Et de toute façon, la priorité des priorités, c'est le dégel, parce qu'on doit sortir de là. Je fais une petite parenthèse sur ce sujet. J'ai découvert le communiqué de Calédonie Ensemble indiquant faisant état d'une lettre qu'ils ont rédigée au président de la République, adressée au président de la République, disant que s'il n'y avait pas de consensus, il fallait absolument un consensus pour tout accord. Moi, je veux demander au député du Noyer s'il est sur la même ligne que Philippe Gomez, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de consensus sur le corps électoral, il ne veut pas son dégel. C'est une honte d'être du côté des non-indépendantistes et de prêcher une telle orientation. C'est une honte. Le dégel du corps électoral, même sans accord, il doit être opéré aujourd'hui. Et en dehors du corps électoral, vous estimez, vous êtes sur la ligne de s'il n'y a pas de consensus avec les indépendantistes, tant pis, on y va quand même, c'est la loi de la majorité qui doit s'imposer? Au-delà du corps électoral ou sur le corps électoral? Au-delà du corps électoral. Sur l'ensemble des questions? Sur l'ensemble des questions, moi je considère, et le ministre l'a dit lors de son expression devant Le Monde économique hier, qu'il fallait avancer. Et quand il dit à un moment donné qu'il va devoir choisir à la place des Calédoniens, mais ce n'est pas à la place des non-indépendantistes, je précise. Nous, depuis le début, nous sommes autour de la table, nous faisons des propositions.
des propositions concrètes. Nous voulons avancer. Sauf que le troisième partenaire, qui est les indépendantistes, freine des cas de fer et joue la montre. Ça ne peut pas durer éternellement, la petite histoire, hein. Donc les Calédoniens, ils ont besoin aussi que nous avancions, parce qu'il s'agit de leur vie au quotidien, de leur donner des perspectives pour qu'ils se sentent bien dans notre pays. Voilà, Gérald Darmanin dit si les Calédoniens ne prennent pas de décision, c'est l'État qui va devoir les prendre. Eh bien, je trouve que le ministre est complètement dans ses responsabilités en faisant ça, et qu'il assume la responsabilité de l'État. Vous disiez dans sa lettre, il y a quelques éléments qui piquent. Donc on a parlé des 7 ans. Quels sont les autres éléments qui vous dérangent éventuellement? Les éléments... Sur le droit à l'autodétermination, 1 à 2 générations, c'est ce qu'il avait dit déjà à New York. Ça vous conviendrait éventuellement ou non, parce que justement vous souhaitez le retrait de la liste des pays à décoloniser. Sur le droit à l'autodétermination, en tout cas, on considère qu'il ne s'agit pas de dire que dans 1 à 2 générations, il y a automatiquement à nouveau des référendums qui se mettent en place, hein, parce qu'il va falloir poser la question aux Calédoniens s'ils veulent des référendums à nouveau. Hein, parce qu'une fois qu'on a fini notre processus, on ne va pas éternellement être dans un processus de décolonisation. Et si jamais nous, on demande d'être retirés effectivement de cette liste des pays à décoloniser, ce n'est pas toujours qu'on mette l'épée Damoclès sur la tête des Calédoniens. Donc qu'il y ait un droit ouvert au niveau constitutionnel français pour l'ensemble des pays, des territoires d'outre-mer sur un tel droit, nous en convenons, mais néanmoins, c'est pas pour autant que la Réunion, la Guyane, tous les 10 ans, on leur dit vous allez avoir un référendum. Ça veut dire que dans 1 à 2 générations, il faut peut-être à un moment donné poser la question aux Calédoniens de savoir s'ils veulent encore qu'on leur pose la question de l'appartenance à la France ou pas. Ça, c'est très important. Mais vous me dites, qu'est-ce qui pique? Moi, il y a quelque chose qui m'a piqué dans le courrier personnellement, c'est l'évocation des discussions sur les compétences régaliennes. C'est concernant les questions de l'émancipation, le partage des compétences, les compétences, le ministre envisage et dit qu'il faut parler notamment des compétences régaliennes. Ça, c'est quelque chose qui est inadmissible pour vous? Écoutez, la dernière partie du bilan de l'accord de Nouméa qui nous a été présenté hier, je vous le disais, c'était l'émancipation. Et donc, il a été montré, en fait, que l'émancipation, c'est notamment le transfert des compétences. Et il a surtout été prouvé que quasiment presque toutes les compétences hors régaliennes nous avaient été transférées, mais qu'en fait, même si elles ont été transférées, nous ne les sommes pas appropriées et elles ne sont pas effectives. Ça veut dire qu'il a été montré que notre droit a été fossilisé, il a été montré que dans toutes les compétences, pas toutes, mais beaucoup de compétences transférées, je pense par exemple à l'enseignement, on a un modèle copié-collé de la métropole, et que surtout, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, la procédure civile, le droit commercial. Donc moi, la question que je pose, c'est à quoi ça sert de transférer des compétences pour que les Calédoniens soient mal servis par leur collectivité, qui ne parviennent pas, et il faut analyser les raisons de pourquoi on ne parvient pas à s'approprier ces compétences, à les faire vivre, à les mettre en œuvre. Et c'est pour ça que ces bilans, ils sont extrêmement importants. Et cet élément sur les compétences régaliennes, c'est l'un des messages que vous allez passer, on imagine, cet après-midi quand vous rencontrerez le ministre en bilatéral? Bien sûr, vous savez, quand vous votez 3 fois non à l'indépendance, c'est pas pour que on vous dise, en fait, le résultat du truc, c'est que du coup, alors le ministre, il est prudent, il dit qu'il est ouvert à la discussion sur certaines compétences régaliennes, donc il met quand même des garde-fous à son écriture. Et puis encore une fois, moi, je remercie le ministre d'avoir posé les choses, et de le faire d'ailleurs de manière systématique, d'avoir posé les choses aussi clairement sur la table. Parce qu'on ne peut pas lui dire de nous cacher les choses. Il met les choses sur la table, il a un discours d'une grande franchise avec nous. Et pour ça, moi, je veux vraiment le remercier de ce travail, tout autant que pour les bilans qui nous ont été présentés hier. Un mot encore sur l'ambiance qui a régné dans ces réunions hier. Donc, à la fois le matin, bilan de l'accord, l'après-midi, audit de décolonisation. 3 délégations, réunion à 3 ou réunion trilatérale, on ne sait plus. Et dans quelle ambiance vous êtes parlé entre vous, ou c'est le ministre qui faisait un peu le go-between entre les 2 délégations? Comment ça s'est passé? Non, on n'a pas de difficulté à parler entre nous, bien sûr. C'était les indépendantistes qui, mis dans une posture, devaient affirmer qu'il ne s'agissait pas d'échanges avec nous. On respecte leur position, mais bien sûr qu'il y a eu des échanges, à la fois sur différentes dimensions. Le sénateur Pierre Fauger, et c'était important de le faire, a donné aussi une dimension historique sur, on a un bilan de l'accord, mais d'où vient l'accord? Dans quel état d'esprit il a été signé? Il a rappelé qu'on n'était pas du tout dans l'état d'esprit d'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'état d'esprit, c'était de construire ensemble un projet pour la Calédonie, et que 2 légitimités aussi opposées que les indépendantistes et les non-indépendantistes avaient réussi à construire un chemin commun pour la Nouvelle-Calédonie. Vous imaginez bien, Elisabeth, c'est ce à quoi nous appelons nos collègues indépendantistes aujourd'hui. D'ailleurs, Alcide Tonga a eu l'occasion de le dire hier. Il est temps de travailler pour nos populations en responsabilité, parce qu'ils l'attendent de tous bords. En attendant, c'est chacun de son côté aujourd'hui. Ce matin, les indépendantistes, cet après-midi, votre délégation. C'est la volonté des indépendantistes. On ne peut pas faire les choses à leur place. En tout cas, nous, on est là. On est là pour le dialogue et la discussion avec eux totalement ouvert. Et nous sommes surtout prêts à vraiment, je l'ai dit plusieurs fois ici à Radio Rythme Bleu, mais à dégager l'horizon des Calédoniens, à leur donner de la visibilité, à les rassurer, à leur proposer un avenir en commun sur les bases, évidemment, démocratiques du vote
qu'ils ont répété par 3 fois. Vous incitez les Calédoniens à lire l'audit de décolonisation, le bilan de l'accord. C'est Oui. des documents dont ils doivent prendre connaissance. J'incite surtout, comme vous le faites ce matin, les médias à inviter les différents acteurs de manière à ce qu'ils en fassent une retranscription, parce que bien sûr qu'ils le lisent, le Haut-Commissariat a fait le taf puisqu'il sera sur le site. Mais c'est un peu ardu, c'est un peu technique. C'est un peu ardu, il y a des pages, c'est assez copieux. Donc nous essayons, vous voyez, d'en faire notre retranscription. Moi-même, sur ma page Facebook, j'en ai essayé de faire un compte-rendu. Nous allons chacun essayer d'expliquer les choses et puis qu'ils n'hésitent pas à nous poser aussi des questions et vous-même à faire effectivement ce travail difficile de pédagogie et d'explication. Virginie Ruffnac, chef du groupe Avenir en Confiance, merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci à vous.